Ferguson. No. Get that garbage out of here. 112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Gino Talk. Avec moi, Michael Laviole, pour parler un peu de la reprise des Raptors dans un contexte toujours de coronavirus et en plus Black Lives Matter avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et un peu partout dans le monde. On va un peu parler de cette reprise. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Patrick Bévin-David de Radio-Canada. Salut Patrick, comment tu vas? Oui, ça va très bien, Mike. Merci encore une fois pour l'invitation. Ça fait plaisir de retrouver le monde et puis de retrouver le basketball. Merci à toi. Avec nous également, l'habitué, celui qui a été là pour pratiquement toutes les émissions, il me semble, notre Alex National. Salut Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Et aujourd'hui, pour représenter Raptors FR. Raptors FR, ils sont très nombreux, hein. On a toujours des nouveaux qui arrivent. Avec nous, on a Arnaud aujourd'hui. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Très fier de faire partie de cette émission qui est la première pour moi. Alors, comme on fait avec tous les nouveaux, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi les Raptors, comment t'es venu cette passion pour les Raptors, et puis si tu veux nous parler un peu de ce que tu fais avec Raptors FR aussi, là, c'est à toi de jouer. Vas-y. Alors, voilà, petit freestyle là, comme on disait. Non, moi, les Raptors, je sais pas. Je suis la NBA depuis des années. Et Toronto, le Canada, la seule équipe canadienne, les Raptors, le dinosaure, c'est vraiment tout un monde qui me parle, qui m'est familier, dont je suis fan. Et je sais pas, c'était comme une évidence pour moi d'être fan des Raptors. Ça a toujours été l'équipe que j'ai suivie depuis que je suis assidûment à la NBA. Et du coup, par rapport à Raptors FR, j'étais l'un des premiers avec Alex, etc., à être dans la team rédaction quand le blog est arrivé. C'était il y a combien de temps, Alex? C'était il y a 4 ans maintenant, un truc comme ça? 4-5 ans? J'ai plus le compte. Ouais, un truc dans ce genre-là, ouais. Ouais, j'ai plus le compte, ça commence à dater maintenant. Ouais. Donc voilà, du coup, depuis, il y a une belle petite équipe qui s'est formée avec plusieurs articles qu'on a écrits. Voilà, le dernier en date, c'était sur Vince Carter, celui qui est sorti il y a quelques semaines. Et voilà. Très bien. Est-ce que tu as un joueur préféré? Le joueur préféré, souvent, des gens qui passent dans l'émission, ça reste DeMar DeRozan qui a vraiment créé l'engouement autour des Raptors. Est-ce que toi, c'est la même chose ou Moi, paradoxalement, c'est un joueur que j'ai pas eu la chance de voir à Toronto, c'est Vince Carter, justement. D'accord. J'ai pas eu la chance de le voir jouer en live. J'ai vu des matchs en différé, etc. Mais vraiment, c'est le joueur c'est un des premiers joueurs aussi pour lesquels je me suis intéressé quand je suivais Toronto. Et c'est vraiment le joueur que j'ai toujours sorti du lot quand j'ai parlé de Toronto, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a eu DeRozan, il y a eu Laurie, voilà, c'était tête d'affiche, quoi. Mais Carter a toujours une place pour moi assez particulière vis-à-vis des Raptors, quoi. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. On va démarrer l'émission aujourd'hui qui n'a pas vraiment de sommaire. On va un peu parler de la reprise en essayant de rebondir un peu les uns sur les autres. Pour démarrer, on va commencer avec quelques petites informations. Il faut savoir que les Raptors se sont regroupés hier et sont partis pour s'installer en Floride. Je ne sais pas si vous avez le nom de la ville, j'ai plus le nom de la ville en tête. Ils sont partis hier pour une ville qui se trouve pas loin de Orlando pour préparer le training camp avant que la saison ne redébute à Orlando, en sachant que les joueurs ne vont pas s'entraîner en collectif. Ils restent dans le protocole que la NBA a fixé sur les entraînements en dehors de la bulle d'Orlando, qui restent des entraînements individuels, voire à 2, mais pas plus. C'est fort meilleur que... Fort meilleur, parfait, merci Arnaud. Donc oui, ils ont pris l'avion hier pour rejoindre a priori les joueurs qui étaient déjà aux États-Unis. Donc tous les joueurs qui étaient encore au Canada, c'est-à-dire il y avait Siakam, Boucher, Serge Ibaka. Je crois que c'est à peu près tout parce que Kyle Lowry était rentré, Terence Davis aussi, Powell aussi, Van Vliet aussi. Dewan Hernandez était également en Floride. Lui, il va pas être bien loin pour aller là-bas. Qui est-ce que j'oublie? Marc Gasol, j'en sais rien. Je sais pas s'il est resté à Toronto ou s'il était reparti à Memphis. Une bonne question.
Enfin bref, les joueurs sont là-bas et vont se préparer pour l'instant individuellement avec le staff. Reprise qui est prévue pour le 11 juillet, si je ne me trompe pas, avec la NBA qui a sorti tout un protocole sur lequel on va pas s'attarder parce que c'est vraiment très lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus d'ailleurs. Alors, les matchs préparatoires, ils sont le 22 juillet et le tournoi commence le 30. C'est ça, et je crois que le début du training camp, c'est le 11, il me semble, si je me trompe, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un petit peu avant, ouais, quelques jours avant. Ça fait une dizaine de jours de training camp. Ouais, voilà, c'est ça, ils n'ont pas 2 semaines de préparation. Donc voilà, à quoi vous vous attendez, vous, pour cette reprise? Est-ce que, déjà, ce qu'on a vu, c'est que les joueurs sont en forme physique. Donc, ils sont en manque de basket, mais physiquement, on a vu un Marc Gasol qui a suivi l'exemple des Jokic et compagnie en perdant beaucoup de poids. On a vu un Kyle Lowry dans les manifestations qui a jamais été aussi sec, aussi musclé. À quoi vous attendez-vous pour cette reprise? Donc moi, je pense que cette période de pause a été très, très bénéfique pour l'équipe de Toronto parce que d'une part, il y avait tellement de blessures qu'il fallait vraiment une pause pour que tout le monde soit en forme. Le reste, c'est juste que le momentum va sûrement changer parce qu'ils étaient vraiment sur une bonne lancée avec plusieurs victoires. Là, c'est comme si on reprend presque à zéro, développer les mécanismes. Je ne sais pas s'ils auront assez de temps pour se préparer en termes de training camp et puis de matchs amicaux avant la reprise du championnat. Mais même s'ils étaient sur une bonne lancée, c'est quand même une bonne chose pour ce qui est de blessures. Là, on a vu les photos de Marc Gasol qui a énormément perdu du poids. Et puis, on se dit que Norman Powell est donc maintenant en forme, donc complètement guéri avec Gasol, évidemment. Donc, ça va être la chimie de l'équipe, la lancée sur laquelle ils étaient. Ça va être ça, je pense, les défis. Mais en termes de la préparation elle-même des joueurs physiquement, je pense que ça a été une bonne chose. Et puis aussi, c'est une bonne chose pour nous de pouvoir retrouver du basketball avec donc cette pause après la série de Last Dance. Là, vraiment, je m'ennuyais. Donc, on n'avait plus de choses à regarder. Donc, en général, je pense que c'est une bonne chose. Le reste, on va en parler, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de la santé des joueurs, des uns des autres, et puis de la pertinence du tournoi avec les crises qu'on voit partout. Donc, mais je pense que, grosso modo, c'est une bonne chose. La question qui se pose justement, je vais poser à Arnaud et à Alex pour vous. Est-ce que ça va reprendre vraiment? Parce qu'on a vu la Floride qui a une poussée de Covid à nouveau, certains joueurs qui hésitent à y aller car ils soutiennent ils soutiennent tous le mouvement Black Lives Matter, mais chacun a des opinions différentes qui, selon moi, il faut respecter. Je vais faire une parenthèse, justement, je voulais en parler. Je n'ai pas du tout compris la vague de critiques qui s'est abattue sur Kyrie Irving. Alors certes, il a pu dire des choses bêtes par le passé, mais le critiquer pour son engagement, je trouve ça mais tellement stupide, encore plus stupide que ce qu'il a pu dire par le passé justement. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de Mauvais choix, mauvaises opinions. Voilà, il n'y a pas de mauvaises opinions, il n'y a pas de mauvais choix sur cette question-là. En fait, les joueurs qui défendent le fait qu'il faut manifester et que la saison pourrait faire en sorte que ça détourne le regard de ça, je les comprends tout à fait et limite je les soutiens. Et je comprends également ceux qui veulent reprendre et qui veulent, à travers la compétition, parler de ces problématiques-là. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de. En fait, je soutiens tous les points de vue et je comprends vraiment pas pourquoi Kyrie Irving a été critiqué à ce point. Et j'ai été très déçu par Kendrick Perkins, vraiment très déçu par Kendrick Perkins qui a vraiment critiqué Kyrie Irving très 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 badly comme on dit, et qui ensuite est allé pleurer pleurer avec Stephen A. Smith parce que Kevin Durant l'avait traité de vendu. Donc ça, c'était un peu, on connaît le bif qu'il y a entre les deux et c'est vrai que Kevin Durant en a profité pour lui balancer une bonne pique. Mais ouais, voilà, c'était mon avis là-dessus que je voulais donner. Je vous laisse rebondir. Qui veut rebondir un peu sur tout ça? Non. D'autant plus que les gens sont tombés sur Kyrie, mais alors, premièrement, il n'était pas tout seul. Hein, ils étaient plusieurs joueurs à le suivre et à avoir discuté apparemment. Et puis, c'est encore une fois, c'est entre ceux comme Kyrie qui veulent
qui veulent, comment dirais-je, faire avancer la cause et ce combat qui est extrêmement important, et donc ne pas reprendre parce qu'il considère que ce serait détourner l'attention de ce problème-là, et ceux qui disent nous, au travers de la compétition, on veut au contraire afficher notre soutien et essayer de faire bouger les choses. Les deux ont le même objectif en fait, donc c'est vraiment dommage de dire non, toi tu fais mal ou toi tu fais mieux. Il y a un moment donné où il vaut mieux se taire plutôt que dire ce genre d'ânerie. Donc moi non plus j'ai pas compris le défoulement sur Kyrie, alors que c'est loin d'être un joueur que je porte dans mon cœur, et qu'il en a dit de belles âneries à travers sa carrière. Mais là, au contraire, j'ai trouvé qu'il prenait position et c'était tout à fait dans son droit, et ça restait tout à fait correct. Après, pour mettre les choses pour expliquer les choses à tout le monde, par exemple, moi honnêtement, j'ai suivi, mais vraiment que d'un œil vraiment un peu extérieur, ce qu'il a dit, etc. Lui, de ce que j'ai compris, il voulait refaire une ligue parallèle de son côté. Non, ça c'est une idée qui a été proposée, mais qu'il a évoqué. qui a été proposée, mais c'est pas c'est un truc très compliqué, c'est pratiquement infaisable vrai, par rapport à tout ce qui est droit à télé et le monopole de la NBA sur le basket aux États-Unis. Mais oui, après ça c'est même pas si c'est critiquable en vrai, franchement. Mais après, je pense que vis-à-vis de ceux qui justement l'ont critiqué, je pense que c'est plus comment dire, c'est plus le fond que la forme qui vont critiquer. C'est le fait qu'ils veuillent faire une ligue parallèle ou un truc vraiment dans son coin, de son côté, à cause de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, au lieu de, entre guillemets, faire bloc contre toutes les pensées et actions négatives qui peuvent se passer en ce moment. C'est compliqué après de... N'oubliez pas aussi l'épisode de Game of Thrones qui l'a fait passer pour un méchant, mais monstrueux. Et il sort ça quelques semaines après, et je serais pas surpris qu'il y en ait plein qui aient fait le lien et qui lui soient tombés dessus aussi pour ça. Dans le bâton pour se faire battre un peu, quoi. Ah là, c'est bon. On sait très bien que Kyrie est pas spécialement un des joueurs les plus appréciés pour ses déclats. Donc, il faut aussi signaler que la presse n'a pas tout le contexte. On reçoit des bouts ici et là. On n'est pas au courant de toute la discussion qui a été faite. Donc, il y a peut-être des éléments qui nous manquent pour pouvoir juger. Et donc, évidemment, dans toutes ces histoires, il y a des boucs émissaires et tout. Donc, on n'a pas vraiment l'image totale de ce qui s'est passé, des discussions et puis c'est le rôle des journalistes d'alimenter un peu le contenu, de dire de ce qu'ils pensent, mais des fois le contexte nous manque et puis on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir juger. Et puis il faut pas oublier que aussi ESPN et autres, ils ont aussi un devoir de entertainment, donc que ce soit des choses qui peuvent engager des discussions intenses. Mais après tout, je pense que cela ne va pas empêcher que ça reprenne, parce que non seulement l'union des joueurs a accepté de participer, puis la NBA, des discussions continuent, mais la pertinence de la discussion est quand même à signaler, mais de là à empêcher la saison de recommencer, je ne pense pas. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de souligner le rôle de Adrian Wojnarowski, par exemple, qui n'a pas été très neutre dans ce truc-là, par exemple. Un peu comme il s'est passé avec Rudy Gobert, où il s'est carrément fait descendre par Woj. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ESPN fait partie du groupe Disney et que Disney est l'hôte de la compétition. Donc, on va dire qu'ils ont plus intérêt financièrement à ce que la compétition se déroule. Et comme tu dis, les joueurs qui étaient contre ont un peu servi de bouc émissaire, et Kyrie en premier, avec ce qu'Alex a dit par rapport à Game of Zone et l'image qu'il a, etc. Parfait, on a fait le tour sur cette question-là. Arnaud, est-ce que tu voulais nous parler un petit peu de la situation sanitaire en Floride? Selon toi, est-ce que ça peut être un gros risque pour que ça ne reprenne pas finalement? Car ces derniers temps, là, c'est vraiment en grande augmentation. Je crois la semaine dernière, c'était un truc comme 11% d'augmentation de cas de coronavirus en Floride. Plus de 4000 cas, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a eu plus de 4000 cas les derniers jours. Mais après, ce qui est inquiétant, le problème, c'est que je pense que le financier prône un peu sur tout le reste, surtout quand on parle de NBA. En plus, il y a la MLS qui s'incruste aussi en Floride et à Disney, qui va se faire un tournoi durant l'été, juste avant d'ailleurs la reprise de la NBA.
Mais je pense que financièrement, il y a trop à perdre si tu ne refais pas reprendre la compétition. Et ça passe malheureusement, je pense, pour l'instant, au-delà des risques sanitaires. Ils vont tout faire vraiment pour que ça se passe bien. On va dire que la MLS, ce serait un peu le fer de lance de l'été, dans le sens où la MLS, elle va reprendre, elle, avec un petit tournoi, enfin, un petit tournoi, on va dire, du 8 juillet au 11 août, et la NBA, elle reprend le 30 juillet, quoi. Donc ça va se chevaucher entre la MLS et la NBA, ça va être... il y a beaucoup d'équipes, il y a le staff, il y a les joueurs, même s'ils sont tous vraiment regroupés entre eux. Récemment, il y a Atlanta United et l'Inter Miami qui ont recensé des cas positifs dans leurs effectifs, dans les joueurs. Après ceux de DC United et du FC Dallas, il suffit qu'il y ait une petite étincelle pour que ça reprenne, hein. Enfin, pour que ça reprenne. D'ailleurs, pour que ça prenne tout court, hein. Et quand tu te retrouves avec deux championnats, on va dire, majeurs de sport américain regroupés dans un même endroit, je vois pas comment ils peuvent éteindre l'incendie s'il commence à y avoir un cas, deux cas, trois cas, en sachant le nombre de contaminés qu'il y a en Floride, quoi, dans toute la Floride. C'est très compliqué comme situation. Ouais, t'as tout dit. Attendons déjà de voir les résultats des tests qu'auront passé les joueurs et le staff de chaque équipe en arrivant en Floride. Je crois, si je ne m'abuse, ça devait commencer aujourd'hui ou demain. J'imagine qu'il doit y en avoir un nombre de fous à tester. Donc déjà là, on verra dans quelle situation on va se trouver. S'il y a des cas positifs, quelle va être la procédure à suivre. Si ce sont des joueurs entre guillemets secondaires et pas une grosse star, je dis une connerie, hein, mais on arrive en Floride et on se rend compte que Anthony Davis aux Lakers doit être mis en quatorzaine. On fait comment là? Parce que financièrement, les Lakers, si t'enlèves Anthony Davis, les droits télé, bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, tu fais comment? Même, hein. Tu fais comment? Et puis, faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. Là, ces derniers jours, la grosse critique, c'est sur le tennis, avec le tournoi qui a été organisé en Croatie, si je ne m'abuse, qui a vu plusieurs joueurs, dont le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, testé positif. Et puis, 2 jours après, on apprend que, bah oui, mais tous les joueurs qui ont été testés positifs se sont retrouvés dans une grosse soirée en plein milieu du tournoi, quoi. Alors, c'est pas encore totalement avéré, on sait pas trop d'où les infos fuitent, etc. On attend d'avoir des certitudes. Et à un moment donné, est-ce que ça vaudrait peut-être pas plus le coup de dire non, ok, clairement, c'est bon, on va s'arrêter, parce que là, le scandale, mini-scandale, hein, qui commence à prendre forme au niveau du tennis, ça va remettre en cause toute la reprise derrière, qui était déjà programmée. Ouais, c'est un peu comme le fait qu'il y avait eu un cas à Utah, ça a fait en sorte que tous les sports ont shut down après derrière. Oui, après, bon, la NBA a vraiment mis un gros protocole en place, mais après, c'est certain que si un ou deux joueurs sont positifs et que les joueurs... Après, malgré tout, vous vous rappelez, je me rappelle que quand les Raptors faisaient partie des équipes qui avaient affronté le Jazz et qui avaient été en contact avec Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et finalement, il y avait eu 0 cas positif côté Raptors et j'ai même pas le souvenir qu'il y ait des adversaires de ces deux joueurs qui du coup avaient été positifs. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Revenons un peu au jeu. Pour revenir à ce que Patrick disait, c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose pour les Raptors déjà de récupérer tous les blessés, en espérant que ça continue comme ça, parce que sans blessure, on en a eu assez cette saison. Est-ce que c'est pas une mauvaise chose malgré tout que cette coupure ait cassé les dynamiques par rapport à des équipes comme Milwaukee ou même les Lakers, les Clippers, sachant que les Raptors ont quand même une bonne alchimie et que moi je pense qu'ils n'auront pas de mal à retrouver le jeu qu'ils avaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on a une chance énorme, c'est qu'on avait une liste longue comme le bras de blessés tout au long de la saison, pendant les 3 quarts de la saison, et on arrive quand même à être bon deuxième de la conférence Est, chose qui est assez, on va pas se mentir, assez incroyable. Donc le fait, je me dis quand même peut-être que même s'il y avait une bonne dynamique, on était sur 4 victoires d'affilée en déplacement, le fait de retrouver tout l'effectif au complet, ça peut être que positif parce que on sait très bien que bon, la saison elle est encore longue, il y a encore au moins une vingtaine de matchs, 15-20 matchs. Ça veut dire que on aurait quand même tiré sur la corde et il y aurait pu avoir d'autres blessures ou de l'usure physique et mentale.
Là, le fait d'avoir aussi un petit peu coupé, rechargé les batteries et récupéré tous les joueurs, je pense que ça peut ne pas trop nous faire de mal quand même, hein. Patrick? Oui, c'est vrai, c'est vrai que bon, il y a du positif, beaucoup de positif au niveau de l'équipe de Toronto, les Raptors, au niveau des blessures, comme je l'avais dit. Mais il faut aussi dire que au niveau d'autres équipes, ou bien je ne sais pas, même pour le cas des Raptors, il y a eu des joueurs qui étaient complètement confinés, qui n'ont même pas eu le temps de toucher un ballon. Donc ça va avoir un impact sur l'automatisme, le rythme. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié le training camp, combien de temps ça va durer. Donc pour pouvoir amener un momentum au niveau des équipes, ça va prendre quelques matchs. Et heureusement, il y a des matchs de pré-saison, si on peut dire. Mais je pense que l'équipe des Raptors était sur une bonne lancée depuis donc leur victoire de l'année passée et puis ce qu'ils ont pu accomplir cette année avec les blessures. Je pense que il y a quand même certaines disciplines, des automatismes qu'ils ont développés et puis le caractère des joueurs qui sont en place. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude au niveau des Raptors, sauf en cas de blessure, bien évidemment. Et aussi voir s'il y a des blessés en cours de route. Est-ce que la NBA permet de les remplacer avant les playoffs? Ça, je ne sais pas. J'ai pas encore vérifié, mais je pense que c'est plutôt positif côté des Raptors, je pourrais dire. Alors, Après, pour répondre à ta question, ça va durer, je crois, une dizaine de jours environ l'entraînement. La reprise d'entraînement, ça va se passer sur le base de volontariat et ça sera une dizaine de jours avant les matchs préparatoires, grosso modo, je crois. Ok. Mike, si je dis pas de bêtises. Il y a un training camp de 10 jours et après, il y a 8 matchs de saison régulière qu'on peut appeler pour les Raptors de pré-saison puisqu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Attention quand même à pas trop perdre pour ne pas descendre dans le classement parce que je crois que c'est quand même encore assez serré à l'Est, dans le haut du panier là. Donc, malgré tout, il faudra essayer de créer une dynamique. Donc, on a 3 victoires. On a que 3 victoires d'avance sur Boston. Tu vois, de prendre le temps de perdre 8 matchs et de se retrouver plus bas que ce qu'on était. Mais après, Patrick, pour répondre à ta question aussi, la NBA a autorisé un effectif de 17 joueurs, avec des joueurs qui pourront être pris parmi les free agents. Je crois que le marché des free agents a réouvert. Je crois que ça devait être aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pour nos auditeurs qui écouteront peut-être plus tard, on est le 3 juin. Ça a réouvert aujourd'hui avec la possibilité de signer des joueurs. Les two-way players seront inclus aussi dans les effectifs. Donc, à voir aussi si les Raptors se renforcent. Il y a quelques joueurs sur le marché. Après, comme on a toujours dit dans les émissions, on était satisfait de l'effectif, mais c'est vrai qu'en cas de joueur qui peut choper le Covid ou de blessure, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, le truc, c'est que la coupure qu'on vient de vivre, ça rebat toutes les cartes pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, Toronto était sur une bonne dynamique, faisait une très bonne saison, on était tous très satisfaits de l'effectif, tout ça. Mais on parle pas d'une coupure estivale réglementaire où les joueurs ont pu se retrouver, même avec des joueurs d'autres équipes, pour pouvoir se retrouver autour d'un panier et prendre quelques tirs. Là, on est vraiment à l'arrêt complet pour certains. Comme disait Patrick, certains n'ont pas pu toucher un ballon, prendre un shoot sur un panier ou quoi. Pour moi, c'est pas en 10 jours qu'on va retrouver ces automatismes-là. Et je vais faire un parallèle avec le foot. Hein. J'ai regardé quelques matchs là depuis la reprise. On a repris en Angleterre, ça a repris en Italie, ça a repris en Espagne, tout ça. Wow, c'est violent, hein. C'est violent. Il y a des gros manques de rythme, il y a des grosses impressions. Faut le vouloir. Hein. Faut vraiment le vouloir. Donc le nombre de blessés qu'il y a en Allemagne depuis. Ouais. Mais même en Angleterre, hein, je crois que c'est Arsenal qui jouait là la semaine dernière. Ils perdent 2 joueurs en 20 minutes. Tu te dis bon, et puis c'est pas des petites blessures, tu vois. Donc encore une fois, au-delà des blessures, on est sur le niveau de jeu, quoi. Il y a des moments où tu te dis bon les gars, arrêtez quoi. Arrêtez, clairement, vous faites du mal pour rien. Donc à voir. Mais c'est vrai que bon, déjà 10 jours de training camp, c'est très court. À voir qui sera présent ou pas. Comme je disais, pour l'instant, en fait, on a le scénario idéal. S'il y a aucun cas positif, tous les joueurs sont présents, tout le monde s'entraîne, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Mais on ne sait pas en fait dans la réalité comment ça va vraiment se passer. On espère tous que tout se passera dans le meilleur possible, mais Et surtout qu'ils vont jouer dans des stades vides. Donc, il n'y aura pas de fans, il y aura. ouais, il y a ça Donc, aussi. Ouais. il y a ça aussi. Donc, je sais pas comment ils vont faire. J'attends de voir les ambiances Touquet qu'ils vont rajouter parce que. Jago Foot, c'est pas. Ouais, déjà le foot c'est compliqué. Et ça, ce qui me faisait rire, c'est que je regardais un match du championnat portugais qui eux a choisi de ne pas mettre l'ambiance sonore. Tu les entends lâcher des insultes. C'est d'une douceur, c'est génial. Après, moi, j'ai une question à vous poser, les gars. C'est votre avis. Qu'est-ce qui va se passer si, pendant le tournoi, il s'avère qu'il y ait ne serait-ce qu'un cas positif de joueur? Est-ce que la Ligue aurait la trempe de tout stopper? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'ils oseraient, pour la santé de tout le monde, stopper complètement, qu'importe l'argent qu'il y a, qu'importe les droits TV? Est-ce qu'ils auraient vraiment les cojones de se poser, se dire, bon les gars, on stoppe les frais et on arrête le tournoi? Moi, je me pose la question. Les mauvaises langues te diraient que pour un joueur, non, mais pour LeBron James, oui. Après, pour un seul joueur, ça semble compliqué quand même. Ouais, mais en sachant qu'ils jouent ensemble, c'est... Ouais, mais derrière, tu refais un test, s'il y a Quick est positif, tu l'isoles et toute l'équipe peut reprendre. Hein. Ouais, moi je pense qu'il y a un protocole et que pour un joueur. Tu joues avec le feu quand même. Hein. Tu joues avec le feu quand même. Hein. Ah, mais clairement, tu joues avec le feu. Mais de toute façon, à partir du moment où on annonce que le virus repart avec une vitesse fulgurante en Floride et que tu n'annonces pas, bon, bah les gars, on va pas prendre le risque, tu joues avec le feu. Pour moi, tu joues avec le feu depuis une semaine déjà. Là, hein. Même à partir je vais même aller plus loin. À partir du moment où tu sais que le Covid va faire des ravages monstrueux aux États-Unis, qu'il est en train de faire des ravages monstrueux là-bas, et que derrière, tu te permets quand même d'organiser. Je vais pas le mentir, je suis quand même content que la NBA reprenne, que la MLS reprenne, qu'il y ait des championnats, qu'il y ait des matchs, etc. Je suis content. Mais d'un autre côté, tu peux pas dans un coin de ta tête, tu te dis c'est irresponsable. C'est irresponsable de te dire qu'il y a des milliers de morts, en plus quand tu vois le nombre de morts qu'il y a aux États-Unis par rapport à la population là-bas, que tu te permettes de relancer des tournois comme ça, alors que nous, on a quand même mis 3 mois et demi, au moins 3 mois et demi à reprendre. Eux, au bout de quoi? Ça fait quoi? Combien de temps qu'ils sont pris? Un mois et demi? Ils reprennent comme ça? C'est costaud quand même. Moi, je me pose des questions, mine de rien, par rapport à ça. Et je pense que ça va prendre une certaine discipline de la part des joueurs parce que s'ils vont et puis ils commencent à sortir de leur emplacement, aller en ville, donc ça va être très fatal pour non seulement leurs équipes, mais pour la Ligue en entier. Donc, il faut qu'ils soient complètement fermés et que, donc, j'ai lu que plus tard dans les playoffs, ils vont permettre aux familles de venir. Donc, ça, c'est d'autres protocoles à mettre en place. Donc, ça va être vraiment compliqué, mais ça va demander la complicité de tout le monde et puis de rester vigilant et de rester là où on est supposé être pour ne pas se mettre en danger puis en position de contaminer les autres. Mais en tout cas, heureusement, on est loin, ce sera devant la télé, mais pour les gens qui participent, c'est pas vraiment évident. Mais dans tout ça, j'ai beaucoup aimé quand même le leadership du commissioner Adam Silver. Depuis le début, il a été le premier à arrêter le tout. Il a été le premier, même en termes de consulter l'union des joueurs, les joueurs. Donc, il est à l'écoute, il intervient, il communique. Il a pris vraiment le leadership qu'il faut. Donc, s'il faut vraiment tout arrêter, j'ai pas vraiment d'hésitation qui va tout arrêter si ça va jusque-là. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend des mesures, il prend des mesures rapidement et d'une façon efficace. Donc, s'il s'avère que c'est la décision qu'il faut prendre, je pense qu'ils ont l'homme qu'il faut pour prendre cette décision. C'est mon avis. Après, c'est une sacrée manne financière à perdre. Hein. C'est une sacrée perte financière aussi, hein, s'ils font ça. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils sont plus dans la dynamique de on voit ce qu'on peut faire,
parce que il faut qu'on teste des trucs dans l'optique de la saison prochaine. Ils peuvent pas se permettre de tout arrêter maintenant et de partir sans aucune certitude pour redémarrer la saison 2020-21, 21-21, on sait pas trop les dates encore. Je pense que c'est vraiment le truc du OK, on essaye. Par contre, au moindre pet de travers, on arrête tout. Et on reprendra dans 3, 4, 6 mois en fonction de comment la situation évolue. J'espère vraiment qu'ils sont dans cette optique-là. En plus, la NBA joue quand même aussi au-delà de l'aspect financier. Ça va jouer sur l'image. Hein. Ça va jouer sur l'image. Et la période où la NBA avait une image de merde aux États-Unis, elle est pas si loin. Donc il faut vraiment prendre le temps. Mais c'est vrai que de toute façon, pour nous pondre tout le dispositif, les dates, le lieu, les machins, il y a des mecs qui ont bossé derrière, hein, ça se sent, hein, les joueurs ont été écoutés, ont été concertés. J'espère qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont entre les mains et du risque qu'ils prennent et qu'ils n'hésiteront pas à tout stopper si c'est nécessaire. Oui, a priori, ils ont fait un protocole de 122 pages et il y a des sanctions très lourdes pour les joueurs qui ne respecteraient pas les règles, comme Patrick disait, par exemple, seront pas payés pour tous les matchs qui manqueraient en cas de Covid. Après, il va falloir voir de quelle manière ils l'ont chopé aussi, si c'est en enfreignant les règles ou pas. Donc ça va être des questions à régler. Mais je pense, comme tu dis, Alex, ils ont bien sondé les joueurs et de toute façon, si ça repart, c'est que les joueurs sont d'accord. Parce qu'on voit ce qui se passe avec le baseball où ils étaient censés reprendre avant tout le monde en juin. Et puis finalement, il y a eu des problèmes, les joueurs sont pas d'accord. Et puis là, on sait même pas si la saison de baseball va reprendre un jour. Donc je pense que la NBA, ils ont toujours bien fait les choses, comme disait Patrick avec Adam Silver. Et ouais, j'espère aussi, comme Arnaud dit, qu'ils seront capables d'arrêter si. Je pense pas pour un joueur, honnêtement, je pense pas pour un joueur. Je pense qu'ils ont mis le protocole en place s'il y a un joueur qui. Mais après, c'est si toute une équipe le chope, tu fais comment? Si l'équipe elle est en finale de conférence et ils sont tous testés positifs, tu fais quoi? Après, malheureusement, on va pas se mentir. Enfin, on dit un joueur, mais bon, c'est un sport d'équipe, c'est un sport de contact. S'il y en a un qui est contaminé, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait pas toute l'équipe, mais que pas mal d'autres joueurs de l'équipe ou même du staff, ne serait-ce que du staff, hein, ils soient aussi contaminés par rapport à ce jour-là, malheureusement. On prend un scénario hypothétique, on décale le temps un petit peu. Imaginez qu'on se rende compte que, au lieu d'avoir été testé positif à l'époque, c'est maintenant que Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont testés positifs en plein run de playoff là, après les 8 matchs de fin de saison régulière. Quelle décision prend la NBA là? Parce que le Jazz sans Gobert et sans Donovan Mitchell, c'est plus la même chose non plus. Ouais, c'est clair. C'est presque un sweep assuré au premier tour si c'est le premier ou ouais, tout à fait. Donc c'est quand même compliqué quoi. Ouais. C'est un gros coup de poker qu'ils font. Et sinon, on en parle de la ligne anonyme là qu'ils ont proposé là pour qu'ils puissent balancer ceux qui respectent pas. J'ai trouvé ça génial. Si c'est vraiment avéré, c'est quand même génial parce que le nombre de coups de fil qu'ils vont recevoir. Qui va oser passer les coups de fil? J'en sais rien, mais s'il y en a un qui commence, ça va déclencher tout le monde derrière en domino. C'est surtout une partie de jeu de cartes, il va se venger sur la ligne. Puis t'as vu la règle aussi, ils peuvent pas jouer en double au ping-pong. Enfin, c'est les mecs qui sont. Mais... Alors ça, faut m'expliquer parce que en fait, ça c'est génial. Ils vont être sur le terrain tous ensemble. On est d'accord qu'il y a des contacts et tout, mais quand ils sont à l'hôtel, s'ils jouent au ping-pong, ils peuvent pas jouer en double. Ça, je comprends pas. En fait. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est des règles comme ça qui n'ont pas de sens. Mais comme au foot. Comme au foot où tu vois tout le monde sur le banc avec des masques, mais au premier corner, les mecs sont en train de se caresser à 3 mm, quoi. Non, même au tout début, quand tu les voyais avec le masque à tous à 3 mètres de distance sur le banc dans les tribunes, ouais. Sauf que quand tu les fais descendre sur le terrain, ils sont au coude à coude en train de jouer le ballon, quoi. C'est ça. Elle est où la logique, quoi? Les mecs qui rentrent sur le stade par des couloirs séparés, etc., machin. Mais arrêtez, les gars. Et ils se retrouvent côte à côte. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'ils nous l'ont pas dit, mais il faudra pas défendre à plus de 1 mètre, à moins de 1 mètre du joueur. Donc là, ça va favoriser James Harden. Oh bah alors là, les audiences télé, mon gars. Déjà que les contacts sont pas très. 250 à 200 score final. C'est ça. C'est du All-Star Game, les gars, c'est bon. Arrêtez tout. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. On n'avait pas bien plus à dire. Est-ce que vous avez un truc à ajouter? Ouais, moi. Vas-y. J'aimerais bien qu'ils arrêtent la saison, comme ça on est champion une saison supplémentaire. C'est le seul point positif qu'on pourrait avoir à ça. C'est ça. On remet le titre en
2000. Arnaud, il va choper le numéro de la ligne anonyme, là, puis il va dénoncer tout le monde, comme ça, Adam Silver, il va arrêter la saison. Je vois absolument pas de quoi tu parles. je réfute. Mais d'une façon sérieuse, que pensez-vous des chances des Raptors, justement, avec la reprise et puis les playoffs? Ouais, c'est compliqué quand même de pronostiquer. Hein. Si on part sur... compliqué. C'est compliqué dans le sens où, en fait, si tu veux, comme tu disais tout à l'heure, le niveau de forme des équipes ou des joueurs individuellement, il est cataclysmique, il est proche du néant. Donc, tout dépendra de la façon dont s'adapte chaque joueur de chaque équipe. Ceux qui vont être au niveau le plus rapidement possible, ils vont forcément sortir du lot. Mais ceux qui vont avoir un peu plus de mal à se mettre dedans, à se remettre dans le bain, des entraînements du collectif, etc., ils vont vite plonger, ils vont faire plonger l'équipe. Donc ça, c'est tellement imprévisible que c'est du qui tout double, quoi. C'est très compliqué, je pense. Que tu peux avoir un joueur au top de sa forme, mais au moment de rentrer sur le terrain, il est testé positif, donc il peut pas jouer. Il y a tellement d'inconnus. Tu peux même pas te baser sur les effectifs des équipes puisque tu ne sais pas s'ils vont pouvoir jouer. Les bookmakers, ils vont s'amuser, je vous le dis. Donc, voilà, c'est juste improbable. Mais je pense que la seule certitude qu'on peut avoir, si on peut parler de certitude, c'est de voir Nick Nurse élu coach de l'année. Je pense que vraiment, il mérite, quel que soit l'issue des derniers matchs à jouer, mais je pense qu'il a vraiment mérité sa place. Pour moi, c'est presque une certitude de le voir élu coach de l'année. Ouais, puis c'est une certitude pour les Raptors aussi. On sait que le jeu sera en place, c'est déjà ça. On sait qu'il y a un système qui fonctionne. Après, bien sûr, le niveau des joueurs sera tellement aléatoire que aujourd'hui, je peux même pas te dire. Ça se trouve, ça sera Orlando qui sera champion NBA. Franchement, on peut même pas savoir en vrai. On peut même pas savoir. Orlando, tu t'enflammes un peu. Pourquoi tu sors de... Ouais. Gagner la NBA, ce serait vraiment drôle. Non, la blague ultime, ce serait une blague pour les Rockets quand même. Ah ouais, c'est là. Ne parlons pas de malheur, s'il te plaît. Et a priori, ceux qui ont le plus de chance, si on prend ce que dit James Harden, ça reste les Bucks, puisque Giannis ne fait que courir et dunker, donc ça doit pas être dur à trouver. Après, s'il court et qu'il dunk tout seul dans son coin et que les coéquipiers ne suivent pas derrière, c'est pour nous. Hein. C'est vrai que s'ils mettent pas 3 points derrière, ça va tout fermer pour lui. Ça sert à rien. C'est ça. Clair. Parce que un joueur sur tout le reste de l'effectif qui est en forme, comme on disait tout à l'heure, ça sert strictement à rien. Hein. L'équipe, elle va nulle part. Hein. Ouais, clairement. Bon, on va voir si ça redémarre. Ça va être intéressant à suivre de toute façon. Puis on en reparlera dans un prochain Dino Talk. On va voir comment tout ça évolue. Et puis, on se retrouve dans les semaines à venir. Merci à vous d'avoir participé. Merci à toi. Merci de l'invitation. Une bonne semaine et puis à bientôt. Avec du basket, on l'espère, mais dans de bonnes conditions. Espérons-le. Allez, ciao. Et comme on dit toujours, let's go Raptors. Let's go Raptors. Lowry for three. Bang! Oh!